Saint-Malo, petite cité dressée sur un rocher de granit, totalement enserrée d'imposantes murailles. C'est le lieu de naissance de Jean-Marie de Lamennais. Lorsqu'aujourd'hui nous nous approchons de la ville, nous sommes surpris de voir sur notre droite, à l'entrée, l'esplanade Félie de Lamennais. S'y trouve un médaillon que la ville a dédié au frère de Jean-Marie. Sur ce médaillon est inscrite la devise de l'avenir, journal fondé par Félie, Dieu et la liberté. À côté, le château de la ville, construit en 1424 sur ordre des ducs de Bretagne. Il a été le témoin de grands événements, de gestes héroïques et de tragédies. Revenons à la porte principale de Saint-Malo, la porte Saint-Vincent, construite en 1709. C'est ici que la ville nous ouvre ses portes. Par cette ouverture arrivaient quotidiennement les provisions nécessaires aux habitants de Saint-Malo. Sur la porte, les blasons de Bretagne et de la ville, avec une devise qui appelle à la fidélité et au sens du sacrifice jusqu'à la mort. Prius mori quam fedari. Plutôt la mort que la honte. Pénétrant dans la ville, nous avançons dans la rue Saint-Vincent avant de nous arrêter devant une autre plaque. Ici est né Jean-Marie de Lamennais le 8 septembre 1780. Cette plaque signale la maison natale, appelée Hôtel Lamennais, formée en U de deux ailes perpendiculaires à la rue et d'un corps central. C'est ici que se trouvaient les bureaux de la compagnie maritime Robert Frères. À l'intérieur, des salons décorés de ce type, les salles de réunion, les cheminées. Ce n'était pas la seule résidence pour la famille. Très proche, hors les murs, à Saint-Servant, à côté de l'estuaire de la Rance, il y avait une autre propriété paternelle, l'Amélia. À l'instar des grands négociants, la famille possédait cette construction typique de Saint-Malo, une malouinière comme lieu de villégiature, intérieur élégant dans sa discrétion. Un parc de verdure reposant. Jean-Marie passa certainement bien des moments de son enfance dans cette propriété. Au fond du parc, une petite construction, connue encore aujourd'hui sous le nom de Petit Palais de Félie. Touchant la propriété de l'Amélia, le palais où logeait l'évêque de Saint-Malo. Seul un petit chemin sépare les deux propriétés. Les contacts étaient assez habituels et les relations familières. Un peu au-delà, le séminaire de Saint-Servant, qui devint une prison par la suite, se présente ainsi aujourd'hui. Revenons à Saint-Malo et retournons à la maison natale de Jean-Marie. En suivant la rue, nous découvrons son autre foyer, le lieu de sa nouvelle naissance, la cathédrale de Saint-Malo. Gravement endommagée en 1944 par le feu et les bombes, elle a été restaurée et a été de nouveau ouverte au culte depuis 1972. Elle est à l'identique, parfaitement reconnaissable, à l'exception de la flèche de granit qui n'existait pas. Ce qui est transcendant demeure inaltérable, c'est l'éclat lumineux des vitraux, ceux du fond de l'abside, avec leur décoration moderne, composée de silhouettes de feu qui peuvent figurer les langues de l'esprit ou rappeler les flammes crépitantes de la guerre. À gauche de l'entrée, les fonds baptismaux restés intacts.
Dieu seul, Dieu seul. Ce pourrait être l'écho qui descendrait des voûtes, enveloppant les colonnes, glissant le long des nefs. Autour de cette cuve baptismale, la sienne, la même qu'en ce temps-là, se concentre tout ce qui allait être sa vie. Il ressentait ce lieu, il l'a toujours ainsi ressenti, comme le sein maternel qui l'a fait naître à la vie, un sein chaud, d'infinie tendresse, digne d'infinie confiance, le sein de la providence. Ici se trouve aussi la chair, depuis laquelle il lancerait sa parole enflammée quand il serait vicaire à la paroisse. Et nous trouvons l'image de la Vierge de style italien qui appartint à son grand ami et disciple Hay. Et dans l'autre angle, une autre Madone italienne, conservée au temps de la Révolution dans la maison de son futur beau-frère Ange Blaise. Saint-Malo, c'est surtout les murailles qui enserrent les Malouins. Elles leur donnent leur solidité, à la fois fixée sur le granit et ouvert au vaste horizon de la mer. Apparemment donc, une enfance confortable, facile et heureuse. En réalité, une enfance terriblement agitée par 1000 tempêtes. Surgit une date comme une fracture, le 14 juillet 1789. C'est une date qui symbolise un événement dense et diffus, déterminant et décisif, la Révolution française. À mesure qu'elle s'avance vers un régime de terreur, la Révolution se chargera de mesures anti-religieuses. Le château de la ville reste le même, mais de l'intérieur il change, il devient prison. Ici vont être dépêchés 200 prêtres non-jureurs, envoyés de Rennes par le département. La porte de la ville reste la même, mais elle perd de son charme lorsqu'elle ouvrait sur la ville. Elle devient la porte par où passent d'autres processions, celle des soldats qui arrivent, ou celle qui accueille l'évêque jureur qui vient de Rennes, ou encore celle qui conduit les commissaires de la Révolution. Toute la population est citoyennement invitée à s'y rendre présente, dans un vacarme de cuivre, de tambours et de salves de canon. La maison familiale. À 7 ans, un premier choc, la mort de sa mère. D'elle, il gardera en mémoire son affection, sa sensibilité au violon et un écrit spirituel que, devenu adulte, il lisait avec une tendresse remplie d'émotion. Nous continuons. La cathédrale aussi a perdu son âme. Le nouvel envoyé de l'État de la Convention, le Carpentier, ordonne de dépouiller ses murs de tous les signes religieux, signes du fanatisme. Il la transforme en magasin de stockage de matériel de démolition. La maison de l'Amélia sera témoin de l'envoi de l'évêque en exil, Monseigneur de Pressigny. Avant qu'il ne parte, Jean-Marie recevra au séminaire la première communion et la confirmation des mains de l'évêque. Il lui présentera son désir d'être prêtre. Les murailles de Saint-Malo ne sont plus le lieu de promenade des enfants, les yeux tournés vers l'horizon de la mer. C'est maintenant un jeu de regards furtifs pour découvrir, sous les déguisements les plus étranges, quelques prêtres se rendant en exil en Angleterre. Voilà comment Jean-Marie, adolescent, collabore avec une église clandestine à saveur de catacombes. Plus tard, alors que Jean-Marie a 22 ans et se prépare à être prêtre, il aura à Saint-Malo une autre résidence, l'école ecclésiastique. Une école ecclésiastique qui débute avec 2 prêtres bien différents, un prêtre âgé et malade, l'abbé Enguerrand, et un jeune prêtre aguerri, l'abbé Vienne, et un sous-diacre, Jean-Marie de Lamennais.
Pour ouvrir cette école ecclésiastique, sorte de petit séminaire, un ancien armateur avait généreusement fait don de cette maison. Ce qui est l'entrée du collège actuel était alors la porte de la maison. On conserve soigneusement cet escalier, ostensiblement usé, qui initialement menait aux lieux les plus dissimulés et les plus secrets de la maison. Par cet escalier, Jean-Marie fit sa première expérience au milieu des enfants et des jeunes. On donnait des cours là où auparavant se trouvaient les pièces les plus importantes de la maison. Salon avec les noms des destinations des bateaux de l'armateur de la maison, conservés sur les tapis qui les décoraient. Québec, Chine. Aujourd'hui, ils sont intacts. Même mur tapissé, même cheminée. À l'entrée, la fontaine, un système compliqué d'ingénierie hydraulique pour alimenter en eau cette partie élevée de la ville. Fontaine qui fait figure aujourd'hui de curiosité historique, tout un symbole de la vocation qu'expérimenta pour la première fois Jean-Marie dans cette école. Donner une eau fraîche, nouvelle, à des jeunes gorges assoiffées, avides, leur donner de l'eau qui jaillit en vie éternelle. Ici, Jean-Marie bénéficia d'une grâce sur laquelle il reviendra plus tard de manière insistante, la communauté. Permettez-moi de vous faire observer qu'entre tous les professeurs règne l'union la plus intime, qu'ils s'aiment les uns les autres, s'entraident, suivent tous la même méthode, sont animés du même esprit. Cet accord parfait est notre unique richesse. Saint-Malo, le granit pour bâtir sa vie sur le roc, un horizon infini qui ouvre les chemins de la vie vers l'avenir.